Madame Marie-France Gonard-Anderson, qui est maîtresse de conférences en géographie à l'Université de Lorraine, Metz-Nancy. Donc, une partie des travaux de Madame Gonard-Anderson porte sur l'Australie, où elle se rend régulièrement, et elle a publié un certain nombre d'articles qui sont d'ailleurs signalés dans la plaquette des Carrefours. Donc, même exercice, 20-25 minutes. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci au Carrefour de la Pensée de m'avoir invité à cette rencontre sur l'Australie pendant 2 jours. Vraiment très, très intéressant. Et donc, après avoir vu les relations internationales, les échanges économiques, on va passer au flux migratoire. On en a déjà largement aussi parlé hier, durant la journée. Donc, juste quelques remarques supplémentaires par rapport à ce qui a été dit et quelques données sur la politique migratoire de l'Australie. L'Australie, c'est un pays qui fait encore rêver, qui bénéficie, on l'a dit, d'une représentation dans l'imaginaire collective très positive. Elle a une dimension fantasmée. J'ai interrogé plus de 200 étudiants pour voir avec quoi rimer Australie. Et bon, ce n'est pas le beau surfeur que nous a présenté Xavier Ponce hier, mais qui reste quand même dans les esprits des étudiantes, peut-être, mais aussi beaucoup pour travailler temporairement en Australie. Bon, c'est les plages, c'est une vie cool, décontractée, le soleil. J'ai eu beaucoup de réponses aussi sur la faune, les animaux dangereux, les araignées, etc. Bon, donc il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être évoqués quand on dit Australie, et est-ce que vous avez envie d'y aller? Alors oui, ils ont tous dit oui, mais bon, c'est la distance qui peut les retenir. Et le fait qu'on puisse avoir maintenant des visas temporaires, c'est aussi un aspect positif. Pour passer 1 an, comme le disait Madame l'ambassadrice, Madame Bird. Donc ça peut attirer beaucoup d'étudiants. L'Australie est donc un pays qui économiquement, Fabrice Arbounès l'a rappelé, un pays économique. On est 13e position en termes de PIB en 2022. Elle est classée aussi, on l'avait vu dans le film hier, 2e, elle est au 5e niveau mondial en termes d'indice de développement humain, ce qui qualifie comme une certaine qualité de vie par rapport à l'éducation, par rapport à l'espérance de vie. Donc un pays qui peut attirer, qui a été du coup une des premières terres d'accueil au monde, avec d'autres, avec le Canada, les États-Unis. On l'a vu, d'une terre aborigène, elle est devenue une terre coloniale blanche. J'avais mis une représentation pour montrer cette Australie, terre du rêve. C'est pas l'image que j'aurais reprise pour une première page d'ouvrage, mais une couverture. Mais bon, pourquoi pas. Et cette Australie, donc, qui, on l'a dit, est devenue multiculturelle. Multiculturalisme, on l'a beaucoup évoqué. J'ai mis de la terre des plus vieux peuples au monde à celle des peuples du monde aujourd'hui. Elle est de facto multiculturelle. Donc au gré des contextes démographiques, économiques, géopolitiques et dernièrement sanitaires, les gouvernements qui se sont succédés ont mené des politiques d'ouverture ou de fermeture des frontières. C'est le débat, faut-il ouvrir davantage ou au contraire contrôler, réguler les flux, toujours retrouver un équilibre. Alors pourquoi? Il y a beaucoup d'éléments de réponse qu'on peut trouver, qui peuvent être apportés. L'Australie a besoin de l'immigration, qui a façonné sa société et son économie depuis plus de 200 ans, 245 ans, si on rappelle la date de la première colonisation qu'on a vue hier. Et en même temps, il y a des craintes diverses, de perte d'identité. Quelle identité? De manque de ressources dans le cadre d'une Australie surpeuplée. Et l'Australie risque-t-elle une surpopulation? Il peut paraître surprenant de poser cette question étant donné la vastitude du continent et la croissance économique du pays. Pourtant, elle anime les débats depuis longtemps. Donc, rappel, j'avais mis de quelques dates clés qu'on en avait vu aussi hier. On a évoqué une terre d'immigration, des origines, avec les premiers arrivants sur l'Australie. Alors, il y a plus de 65 000 ans, comme ça a été dit, donc c'est juste pour le rappeler rapidement. Les premiers colons, on va reprendre une image qu'on a vue tout à l'heure, donc qui arrivent
à Sydney, enfin en 1788, et qui va devenir donc la terre australienne va devenir une terre particulièrement convoitée. Donc le 26 janvier, on l'a évoqué, cette journée nationale, journée de l'invasion. Donc on peut la voir de différentes façons. Et l'Australie devient donc une terre de bagne jusqu'en 1868. Alors, j'ai mis quelques chiffres pour montrer les convicts, les détenus, les colons libres qui allaient peupler l'Australie sur cette terra nullius, comme on l'a dit, mais pas si nullius, hein, d'une terre de bagne à une terre d'espoir, avec la diversification des personnes qui allaient venir, surtout au milieu du 19e siècle, première partie du 19e siècle, quand l'Angleterre est confrontée aux Hungry Forties, avec une période économique difficile et avec des conséquences sociales. Et là, on voit bien cette représentation qui montre d'un côté les populations et la famille pauvres, et de l'autre, outre-mer, donc dans les colonies. En Australie, on a pléthore de nourriture. Il y a cette représentation de la femme qui donne aussi une assiette qui tend à un aborigène qui est de l'autre côté, derrière la fenêtre. Beaucoup de symboles dans cette représentation qui montre l'attrait aussi. Donc, comment attirer les premiers Australiens, les Britanniques, enfin les premiers Australiens colons. La diversification se fait très tôt, on l'a dit. Alors, c'est pour ça que je passe assez rapidement sur ces premières diapositives. On voit que dans les différentes colonies, il y a beaucoup d'Européens, mais aussi des Asiatiques qui viennent s'installer, des Afghans, ça a été rappelé hier, hein, pour conduire les dromadaires lors de la construction des transcontinentaux au nord, sud, est, ouest, et des Vietnamiens, des Chinois dans le nord. J'avais mis une petite représentation d'Andorf, qui est un village allemand typique assez extraordinaire, donc pour montrer cette diversification des populations qui viennent en Australie. Donc là aussi, il rappelle ruée vers l'or à partir de 1851, différentes représentations et des populations asiatiques qui vont arriver de plus en plus importantes. Et en 1858, l'Australie atteint 1 million d'habitants. Alors la xénophobie est aussi rampante, déjà au XIXe siècle, avec la création, on l'a rappelé en 1901, de la Fédération, cette représentation des premières colonies qui maintiennent la Fédération face à une autre représentation là on voit la tête d'un Chinois, mais Xavier Ponce l'a aussi évoqué hier avec une autre représentation, la pieuvre et ses différentes tentacules de tous les maux que pouvaient apporter les migrants chinois avec l'opium, les trafics illégaux, enfin tout ce que l'on a vu, les jeux, bon. Et du coup, l'adoption de la loi sur la restriction de l'immigration, qui a été effectivement une des premières mesures pour maintenir une Australie blanche et attirer avant tout des migrants britanniques. C'est aussi l'Empire Settlement, donc de 1922, qui va permettre à la Grande-Bretagne de maintenir ses liens aussi avec ses anciennes colonies, notamment l'Australie, en y envoyant des Britanniques, en la peuplant, en renforçant sa position. Avec, là on voit sur l'affiche, beaucoup d'affiches de propagande, les hommes pour la terre, les femmes à la maison, des emplois garantis, des bons salaires, et il y a beaucoup d'opportunités pour s'installer dans différents lieux en Australie, que ce soit dans les espaces ruraux ou dans les espaces miniers avec les premières mines d'or, ou alors sur les côtes où se sont développées les premières villes, comme Sydney et Melbourne. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est effectivement peupler ou périr. Hein. Peupler ou périr avec l'attaque japonaise. Donc, on l'a aussi rappelé. L'Australie, donc, ouvre ses portes à une immigration, mais toujours essentiellement européenne, puisque l'Europe sort d'une guerre particulièrement meurtrière, les frontières ont bougé et les populations ont été déplacées. Et c'est envers ces populations déplacées, ces millions de populations déplacées, allemandes, polonaises, de diverses nationalités, tchèques, qui vont être ciblés en plus des Britanniques, ces fameux 10 pound poms, donc qui vont pour 10 pounds pouvoir arriver en Australie, et pour les jeunes de moins de 19 ans, eh bien le voyage était gratuit. Donc là aussi on vous montre que l'emploi, il y a beaucoup d'emplois, il y a peu d'impôts, des très bons salaires. On travaille 5 jours par semaine, 40 heures, 40 heures par jour, enfin par semaine, pas par jour, pardon, par semaine. Donc voilà, on fait toute une propagande pour attirer les populations.
Donc les femmes aussi dans l'industrie, les enfants pour leur offrir un meilleur avenir. On a rappelé le développement des terres agricoles également. Donc cette image, l'élevage, mais toutes sortes de cultures qui font que l'Australie est une puissance aussi économique agricole et pas seulement industrielle ou tertiaire. Les premiers migrants, là j'ai repris une photo des Italiens qui arrivent à Sydney parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, ce sont donc beaucoup d'Italiens qui arrivent, des Grecs. On a parlé des très fortes communautés italiennes, grecques qui s'installent à Sydney, à Melbourne. Des Polonais, donc on avait rappelé spaghetti polka aussi hier, cette expression. Jusque dans les années 70, on aide à l'immigration, et donc ce tournant en 72-73, fin de la politique pour une Australie blanche, et donc l'ouverture à diverses autres nationalités, en particulier d'Asie. Et voilà, c'est un peu, ça reprend ce qu'on a vu aussi encore hier, ces différents visages des premiers Australiens aborigènes, des colons britanniques, et ensuite la multitude de nationalités et d'identités qui vont apparaître. Donc maintenant quelques chiffres pour illustrer cette immigration, et j'ai repris ce matin sur le bureau de statistiques australien. Vous avez chaque minute, enfin toutes les 55 secondes, il y a une personne en plus en Australie. Donc à partir d'une naissance, toutes les minutes, 43 secondes, etc., etc. Et donc une migration internationale toutes les 2 minutes et 25 secondes. Si on fait par rapport aux ceux qui arrivent pour s'installer et ceux qui repartent, étant donné qu'il y a aussi quand même tous ces visas temporaires. Donc il y a des entrées et des sorties, et ce flux migratoire reste quand même très positif pour l'Australie. J'ai rappelé l'évolution de la population où en début du 19e siècle, on voit 5000 habitants, et ça va progressivement et très rapidement, après la deuxième moitié du 19e siècle, s'accélérer en gagnant tous les 10 ans 1 million, 2 millions, et là on voit en 10 ans, on arrive à 3 millions de personnes en plus. Il y a les différents étapes entre la ruée vers l'or, la grande dépression que le monde entier a connue, avec le jeudi noir, krach boursier de New York en 1929, qui marque aussi un ralentissement de l'immigration vers l'Australie, et la Deuxième Guerre mondiale qui va mettre aussi un palier, et depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc cette évolution très positive. J'avais repris une carte là des résidents australiens et de leur pays d'origine. En 2006, il y a un document que vous trouvez sur Wikipédia, on voit bien d'où viennent les principaux résidents en 2006. La Chine, bon, l'Australie bien sûr, la Chine, l'Inde, le Pakistan, mais aussi l'Europe, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, les États-Unis. Et là, on a refait une carte en montrant aujourd'hui, enfin 2019, d'où viennent les principaux migrants. J'ai pas mis le gros rond sur l'Australie, près de 17 millions, mais on voit encore majoritairement du Royaume-Uni, entre les Anglais et les Écossais. La Chine et l'Inde qui montent très très rapidement en niveau nombre de migrants. Alors il y a quelques tableaux, j'espère qu'ils sont pas trop difficiles à lire, où on voit encore l'Angleterre, donc les 20 premiers pays d'origine de la population résidente australienne entre 2011 et 2021. Là, on voit bien la position de l'Inde qui se renforce très fortement, même si anglais et écossais restent dominants, mais l'Inde et la Chine les dépassent en termes de migration. Et on voit ensuite d'autres populations qui ralentissent, c'est notamment ces anciens pays de migration que sont l'Italie, la Grèce, par exemple. Et sur cette représentation alors les noms, j'arrive pas là, je vous ai mis les noms, mais c'est Tom Wilson et James Reimer qui ont étudié cette répartition de la population entre 1980 et 2011 sur 30 ans. On pourrait continuer, mais on voit bien rétrécir la part des Européens du Nord-Ouest, d'Angleterre en particulier et d'Écosse, des Britanniques et des Européens d'une façon générale, au profit des migrants d'origine asiatique, que ce soit l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale ou encore le Moyen-Orient.
Un des impacts aussi de l'arrivée de ces populations, on le voit bien sur cette pyramide, sur ces 3 pyramides des âges, en comparaison entre 1981 et 2011, l'élargissement important du nombre de migrants qui arrivent, les flux se sont accrus. Il y a un rétrécissement très net et un vieillissement de la population d'Europe, de l'Est et du Sud. Et en revanche, on voit une très forte proportion de migrants très jeunes qui viennent d'Asie et du Sud-Est, avec la Chine, l'Inde également, qui apportent là un nombre important, entre 20 et 40 ans essentiellement. Alors c'est lié aussi à la diversité des visas que propose l'Australie. Bon, j'imagine peut-être un visa pour le travail, mais il y a vraiment beaucoup de visas. Il faut trouver le bon pour immigrer. On a parlé du travail et des vacances pour les jeunes entre 18 et 35 ans, et c'est effectivement un visa qui est populaire, parce que les étudiants m'ont dit aussi que sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce visa, il y a une large publicité qui est faite pour ce visa travail-vacances. Donc, je vous ai mis un peu les différentes catégories de visas. Quand on y va en touriste, on a un visa pour 3 mois qui est gratuit. Mais après, les visas sont aussi payants pour le travail. J'ai fait la conversion, on est à 1500 euros. Pour, si on veut un rapprochement familial, c'est environ 5000 euros pour demander le visa avant d'avoir ce visa permanent. Donc la distinction aussi qui est, je suis passée peut-être un peu vite, je ne sais plus, c'était sur la répartition entre les types de visas pour montrer cette immigration très sélective. Effectivement, la politique migratoire de l'Australie est très sélective. Donc il y a pour la famille, pour le partenaire, il y a pour les travailleurs qualifiés, il y a cette liste d'emplois qui est sur le ministère de l'immigration et de la citoyenneté, et tous les types de métiers qui peuvent être recherchés par l'Australie, une liste qui est revue régulièrement. Ça va de l'acupuncteur, de l'acteur, aux ingénieurs et surtout au domaine hospitalier, infirmières, médecins, etc. La liste est très longue, j'ai vu plus de 673 entrées, je sais plus. Mais donc ça, ce sont tous les emplois qualifiés, et à côté il y a divers aussi éligibilités, comme par exemple, on peut citer les visas dorés. Bon, les visas dorés, c'est ceux qui vont investir une certaine somme. Une certaine somme, c'est 5 millions de dollars australiens, soit 3,5 millions d'euros sur 5 ans. Sur 5 ans maintenant, parce que c'est vrai que ça change régulièrement. Mais il y a, depuis qu'il a été instauré en 2012, ce visa doré, je dis c'est pas spécifique à l'Australie parce que Malte, enfin d'autres pays le proposent aussi. Et il y a 2300 personnes qui en ont bénéficié, à 85% des investisseurs chinois. Et là aussi, ce qui est intéressant de souligner tout de suite, c'est que je l'ai mis après, les coûts sont calculés pour chacun de ces migrants qui arrivent en Australie. Et l'Institut Grantham de Melbourne, en fait, a un peu aussi décrié ce visa doré. C'est pour ça que je le dis tout de suite, parce qu'un migrant qui arrive avec ce visa va, au cours de sa vie, en fait, comme ce sont des personnes déjà d'un certain âge, coûter plus à l'Australie qu'il ne rapportera. Donc, c'est évalué à 88 000 dollars, donc et pas d'apport, c'est vraiment en négatif. Donc c'est aussi intéressant de voir que la population migrante, son coût est bien évalué en fonction de son type de visa et de ce qu'elle peut apporter à l'Australie. C'est pas une marchandise, mais en quelque sorte, quand même. Et bon, le dernier type, c'est les visas humanitaires. Alors, je les ai mis après là pour montrer la part aussi des migrants, surtout des migrants temporaires qui vont arriver en Australie et qui augmentent régulièrement. J'avais mis d'autres chiffres, mais je vais passer, peut-être pour montrer cette distinction et les chiffres plus récents, 2018-2019. Ah bon. Donc j'ai fait plusieurs tableaux pour montrer cette évolution. Et là, on voit dans les derniers chiffres, on voit l'infléchissement très net marqué par le Covid, puisque l'Australie a fermé ses frontières.
en 2020, on les a réouvertes qu'en février 2022. Et là, il y a vraiment eu un creux de la vague. C'est de Last Wave ce soir, mais c'est le creux de la vague dans les flux migratoires. Et ça reprend tout doucement. Mais si on regarde les chiffres qui sont aussi importants, ils sont dus essentiellement à des étudiants. Ce sont vraiment beaucoup d'étudiants, c'est beaucoup de visas temporaires, donc qui sont donnés, et en particulier aussi des étudiants d'Asie, de Chine, qui viennent en Australie. Donc il y a, c'est pour faire ressortir cette part très importante des visas temporaires par rapport aux visas permanents. Et là, le dernier gouvernement, on en a parlé, Albanese, donc qui veut justement renforcer plutôt aussi ces visas permanents et essayer de maintenir ces étudiants étrangers qui viennent se former dans les universités australiennes, qui ont un coût aussi, et essayer de les maintenir en Australie et qu'ils ne repartent pas dans leur pays respectif. Parce que ça va être c'est une manne pour l'Australie d'avoir ces étudiants étrangers qui viennent, et on voit que le nombre est important. Sinon, donc les travailleurs qualifiés, j'avais mis les 10 premiers là, suivant les chiffres du ministère, et le classement, les 10 principaux pays d'origine des travailleurs qualifiés. Bien aujourd'hui, c'est l'Inde. Comme par rapport au flux que l'on a vu tout à l'heure, mais là, vraiment les travailleurs qualifiés, les skilled workers, Inde, Chine, Royaume-Uni, Philippines, Népal, Vietnam, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Pakistan, Afrique du Sud. Donc on voit bien la sphère des déplacements migratoires de l'Australie. Et les réfugiés. Bon, on en a beaucoup parlé hier, on a vu ce film d'1 heure très poignant. Réfugiés demandeurs d'asile selon leur pays de naissance, les principaux, Afghanistan, et le nouveau gouvernement veut mettre en place pour 4 ans une aide spéciale pour accueillir 16 000 Afghans, en particulier vraiment ciblés sur l'Afghanistan, l'Irak, la Birmanie, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, Somalie, République centrafricaine et l'Érythrée. Ce sont les pays aussi que l'on retrouve dans les grands flux migratoires à travers la Méditerranée, qui viennent en Europe également. Les programmes humanitaires. Donc là, j'avais mis l'ouvrage de William Mallet que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bendigo, What is a Refugee. Finalement, c'est vrai qu'on a dit l'Australie accueille, mais pas tant que ça. C'est vrai, des réfugiés, le nombre n'est pas aussi important que pour les États-Unis. J'en regarde encore les chiffres, mais bon, c'est pas la même chose non plus. On peut pas vraiment comparer le poids démographique de l'Australie, le poids démographique des États-Unis par rapport au Canada. Le Canada, c'est un peu le double de ce qu'accueille l'Australie, mais on voit qu'il y a je vous ai mis les chiffres pour 2023-2024 parce que le programme pour l'année prochaine est en ligne et les Australiens, jusqu'au 9 janvier, pouvaient donner leur avis sur ce qui est prévu pour 2023-2024. Et on voit que le nombre va augmenter. Il y a une volonté d'ouverture et d'augmenter les flux de ces réfugiés. J'avais mis le cas ukrainien. Bon, les différents types de visas aussi qui peuvent être octroyés. J'avais repris cette carte, bon, qui date un peu, mais pour montrer les parcours. Mais on a évoqué hier l'externalisation, pardon, de l'accueil des réfugiés sur les îles, États insulaires plus pauvres du Pacifique, qui reçoivent ces réfugiés. On l'a évoqué. Donc il y a eu cette politique qui a été pointée du doigt par l'ONU, par toutes les organisations humanitaires, Human Rights Watch et Amnesty International, pour dénoncer les conditions qu'on a vues hier, parce que vu ce flux qui s'est vraiment accru dans les années 2013, 2014, 2015, comme en Europe, donc qui a fermé ses frontières aussi. Mais là, bon, sur cette île continent, l'arrivée par bateau, donc qui a été dramatique. Il y a eu l'affaire du Tampa, l'affaire d'autres naufrages au large de Christmas Island, et du coup, c'est pour ça que je passe assez rapidement. Ne pas oublier qu'il y a aussi des flux qui viennent par avion. On pointe les boat people, mais il y a aussi tous ces flux. Là, je n'ai pas mis de chiffres plus récents pour montrer aussi par des représentations caricaturales, satiriques de ces arrivées de différents pays, de France également. Il y a plus de 1000 migrants illégaux là qui rentrent en Australie. Donc, c'était la population détenue dans ces camps que l'on a vu hier. Alors c'est vrai que là, je me suis dit, ils exagèrent quand même en mettant, dans 15 jours, je suis en Pologne avec les étudiants et on va visiter Auschwitz-Arbeitsmarktfrei, cette fameuse devise. Je me suis dit, c'est quand même exagéré pour les camps
les camps australiens. Et quand on a vu hier, et les photos qu'on a vues, ça me rappelle vraiment Auschwitz, sur les conditions de détention, mais il y a quand même des différences. Le parallèle ne peut pas être fait. C'est quand même très, très différent. Mais les conditions ont été effectivement très, très dures hier par rapport à ce que l'on a vu. Bon, voilà, donc Welcome to Australia, c'est pas un bite mark fly, c'est certain, et on a largement évoqué pour dénoncer toutes les immolations, les suicides et les dépressions qu'ont fait les détenus, et le décès hier dans le camp qu'on a vu hier. Voilà, donc la procédure qui a été dénoncée de la politique de Tony Abbott. Donc cette affiche aussi qui a beaucoup fait parler d'elle, hein, vous ne ferez pas No way, you will not make Australia home, et you won't be settled in Australia. Donc vous n'arriverez pas par bateau, sans visa, pour vous installer en Australie. On a évoqué le terme de settler hier et toutes ses significations. Donc c'est ce terme, et celle-ci que j'avais montrée aussi au Festival de géographie, je me souviens, Tony Abbott qui dit les immigrants illégaux doivent retourner chez eux, et puis on voit serious, so when are you going back home, pour Tony Abbott, pour montrer que c'est les Australiens, comme le rappelait Madame l'ambassadrice, on a 50% qui ont des origines étrangères. Hein. Donc des arguments pour ou contre, c'est vrai, cette politique migratoire plus ouverte, question très très sensible. Il y a beaucoup d'arguments pour effectivement ouvrir les frontières et tous les services qui sont mis à disposition des migrants. On parlait de traducteurs dans les hôpitaux. Enfin, hier, on parlait de différents services qui sont mis en place. Je rappelle juste le prix Nobel d'économie, Gary Becker, donc qui montre bien que pour le développement économique, une des données importantes, c'est le développement démographique. Il n'y en a pas l'un sans l'autre. Le déclin du nombre de naissances, effectivement, on a vu que les populations qui arrivent, surtout d'Asie, sont des populations jeunes. Si on les maintient donc avec des enfants, ça va permettre de rajeunir la population australienne et d'éviter ce déclin. On voit bien aussi que les bases vont peut-être le vieillissement de la population, alors que les populations qui arrivent sont plus jeunes. C'est la comparaison sur le deuxième graphique, la deuxième pyramide des âges, entre ceux qui sont australiens, nés en Australie, et ceux qui arrivent. J'ai rappelé la politique qu'on a déjà évoquée de Kevin Rudd, de Big Australia hier, avec cette volonté d'accroître encore la population, passage de 22 à 36 millions. Et si on regarde, on est en 2023, on est bien à 26,3 millions. Aujourd'hui, on suit cette courbe. Donc, besoin de main-d'œuvre qualifiée, c'est clair, dans différents domaines, je l'ai rappelé. Et là, on voit ce coût. C'est cette évaluation par le fisc de ce que peut aussi rapporter un migrant. Donc c'est intéressant de pas rentrer dans le détail, mais on le voit tout au long de sa vie, ce que va apporter ou non, ou coûter à l'Australie. Et c'est clair que les migrants qualifiés et ceux qui viennent pour rapprochement familial apportent plus qu'un réfugié, par exemple, si on prend les catégories qui sont représentées. Donc les arguments maintenant en faveur de la limitation, je rappelle un collègue géographe, en tant que géographe, mais du début du siècle dernier, qui disait déjà que l'Australie allait souffrir d'une surpopulation, que si on voulait maintenir une certaine qualité de vie, on a rappelé l'Australian Way of Life, s'il y en a une, bon, il fallait limiter d'abord à 65, puis finalement non, à 20 millions. Il y a aussi un historien, Geoffrey, que je retrouve son nom, j'ai force de parler, mais qui a écrit un livre très connu parce que c'est un des premiers livres que j'avais lu en Australie, Geoffrey Blaney, donc la tyrannie des distances. Ouais. Donc pareil, hein, lui c'est plus par rapport à la dimension culturelle où il va dire ensuite, bon, il est plus contemporain, mais politique de reddition culturelle. Donc c'est pour montrer tous ces scientifiques, géographes, historiens, économistes, biologiste, enfin là, Dick Smith, Population Crisis, donc qui montre aussi les dangers de la croissance non soutenable de l'Australie si elle continue à croître. Et donc il y a des mouvements qui existent, qui publient beaucoup. Là encore, il y a beaucoup sur YouTube. Vous allez retrouver Sustainable Population Party. Et puis finalement aussi One Nation, dont on a évoqué hier la réaction
multiculturalisme de Paula Hanson, donc Pauline Hanson, avec d'abord sa lutte contre l'asianisation en fait de l'Australie, et on l'a rappelé contre l'islam aujourd'hui. Donc elle continue, on a dit 10% des voix quand même pour Pauline Hanson. Keep Australia Australian, donc on voit tous ces mouvements, c'est vraiment pour illustrer, et on voit ça un petit peu partout. J'avais repris quelques éléments pour évoquer les conséquences, l'impact. Quand on dit la population s'accroît, forcément il y a des pressions économiques. On va dire qu'il faut plus de logements, donc il va y avoir une pression foncière, pression immobilière pour loger ces étudiants qui arrivent, la pression sur l'environnement. Faut plus de produits, va falloir échanger davantage, ça va avoir un coût, etc., etc. Les conséquences sociales, comme on disait, si ce sont des populations âgées qui viennent, comme dans le cas des visas dorés, il va y avoir plus de services publics à offrir à ces personnes. Et l'identité, quelle identité, là aussi, est-ce qu'on se perd? On a beaucoup parlé hier de l'anglo-celtisme, de la sphère anglaise, etc. Mais difficile de se situer aujourd'hui. Mais c'est une Australie qui a choisi d'être multiculturelle aussi. Donc ces différents arguments reposent, en tant que géographe, j'avais mis les conditions de vie en Australie. C'est vrai qu'il y a quand même 18% de désert reconnus, plus toutes ces terres incultes pour à l'installation de l'homme. Donc il y a des concentrations sur les côtes essentiellement. J'avais fait l'impact du réchauffement climatique. Ça c'est un lac mais qui a retrouvé ses eaux depuis. C'était en 2007, dry as a bone. Et finalement il est plus aussi dry, il est plus aussi sec comme un os. Maintenant il a retrouvé de l'eau, donc ça fluctue. Et Tim Flannery, donc aussi qui avait été Australien de l'année en 2007, il me semble, a aussi évoqué le risque d'épuisement des ressources en eau. L'eau qui est une denrée que tout le monde veut préserver au niveau planétaire, et qui montre le risque d'une métropole fantôme comme Perth, alors que Perth est une des villes qui se développe le plus. Donc j'avais localisé les villes sur le pourtour, les zones où vraiment la population se concentre, et effectivement il y a une pression sur ces villes qui se sont étalées comme aux États-Unis. Un mode de développement urbain se fait par l'étalement, puisqu'on a de l'espace, donc on peut développer, c'est le rêve aussi australien, son pavillon et son jardin, et on se déplace en voiture. Peut-être là je vous ai mis quelques représentations pour montrer qu'effectivement on s'est étalé. Bon, il y a maintenant une volonté de concentrer, de densifier les villes. Quand on abat une maison, on construit un collectif. On ne va plus construire forcément une maison individuelle dessus. Il y a des règles d'urbanisme qui sont beaucoup plus strictes, mais quand même il y a eu cet étalement et la consommation d'énergie, puisqu'on est dans une période de crise énergétique, et on voit que les villes australiennes consomment comme toutes les villes, mais là on voit Melbourne. J'ai trouvé cette représentation extraordinaire de Melbourne. On voit tout son étalement, et c'est cette vaste araignée lumineuse. Donc, dans quelle perspective finalement j'avais mis on a évoqué hier tous les incidents aussi racistes qui existent encore, de xénophobie toujours rampante en Australie, là contre les Indiens ou contre les Libanais. Et il y a vraiment différents, encore même contre les Français. Je me souviens un jour dans le tramway à Melbourne, il y avait eu un incident de Françaises qui chantaient dans le tramway, et qui se sont fait agresser. Bon, il y a toujours comme partout, des personnes, voilà. Et donc, une représentation du même, c'est fini? D'accord. Donc l'Australie est-elle surpeuplée? Pourquoi je ne peux pas venir? Parce que c'est surpeuplé, et on voit cette vaste étendue désertique. Mais bon, c'est toujours lié à la conception de l'urbanisation, de comment le sol est occupé. Donc il faut maîtriser ces ressources, et l'Australie quand même pour ces villes, elles sont classées parmi les villes les plus agréables à vivre au monde par différents instituts. Donc que ce soit à Melbourne, même si elle a régressé en regardant encore là 2022 11e place, alors qu'elle a été pendant des années classée première ville. Que ce soit Sydney, qui n'est plus classé dans le top 10, mais aussi Perth qui a bien monté, Adélaïde, Canberra. Donc ce sont des villes qui combinent le développement durable.
peut-être pour ça aussi qu'elles attirent. Et les technologies innovantes, Madame l'ambassadrice parlait de l'énergie solaire. Donc le risque de manquer d'eau, on développe des usines, des installations de dessalement, donc un petit peu partout autour des côtes australiennes. Donc l'avenir sera peut-être plus beau que parfois quand on est très pessimiste. Mais bon, la prévision à 10 ans, l'Australie prévoit encore donc d'accroître l'immigration, avec des flux à 235 000 nets migrants qui arriveraient, toujours constitués essentiellement par des visas temporaires, c'est ce que l'on voit en bleu. On voit le creux du Covid, lié au Covid, ensuite une courbe qui va plus ou moins se maintenir d'ici 2032-2033. Là, c'était une prévision. Je dis, on ne sait jamais quels sont les éléments qui peuvent venir perturber. En fait, ces prévisions à long terme, comme la crise sanitaire qui a touché le monde avec la pandémie, et on voit qu'on espérait dans les courbes hautes 300 000 migrants, mais finalement, on est descendu à moins 85 000, et là, ça repart à la hausse pour retrouver les chiffres. Alors, certaines prévisions vont même jusqu'à 2056, 2101, mais là, je pense qu'il y aura peut-être d'autres événements imprévisibles qui peuvent apparaître. Donc l'Australie, bon, 30 millions, on y est presque. Donc les tendances les plus basses, elles sont dépassées. J'avais mis en petite note, justement par rapport au Covid. Conclusion. Mais en conclusion, c'est un petit rappel. On parlait de timeline hier, de la chronologie de l'histoire du peuplement australien, avec différents termes qu'on a déjà évoqués entre White Australia, l'Australie blanche, l'assimilation, l'intégration, le multiculturalisme, la réaction au multiculturalisme. J'ai mis le Covid et puis point d'interrogation pour la suite. Et donc, est-ce que l'Australie restera une terre de rêve, une terre d'accueil pour les jeunes générations? Par rapport au sondage que j'ai fait avec mes étudiants, oui, elle va rester. Bon, donc terre d'accueil, ça va dépendre aussi des politiques migratoires qui vont être mises en place. Et par rapport à ce qu'on va voir cet après-midi, la question qui se pose aussi, c'est le réchauffement climatique et ces migrants climatiques au sein de l'ère du Pacifique. Et les prévisions qui avaient été faites par l'ONU, j'ai encore regardé ce matin, où la Banque mondiale montre ça va s'augmenter. Plus encore peut-être d'autres pandémies, d'autres guerres et d'autres crises financières. Oui, j'ai pas évoqué, je voulais parler des cas ukrainiens. Donc, c'est la mise en place de visas en urgence pour accueillir des Ukrainiens. Plus de 10 000 visas ont été donnés à des Ukrainiens en Ukraine, plusieurs centaines d'autres à des Ukrainiens qui étaient hors Ukraine. Et le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'est l'accueil de 5 000 Ukrainiens qui avaient ce visa qui a été délivré donc très rapidement pour toujours s'adapter aux conditions sanitaires qui peuvent, et de crise qui peuvent apparaître. Donc pour finir, je voudrais finir quand même sur c'est ma dernière diapo, une note positive sur des ouvrages entre The Lucky Country, parce que c'est quand même l'expression, on voit toujours l'Australie comme ce pays chanceux, il y a des chansons, il y a beaucoup, c'est vraiment, ça fait partie de l'identité aussi australienne, The Lucky Country. Et un autre ouvrage qui est paru justement à l'époque de Tony Abbott, donc The Rise and Fall of Australia, How a Great Nation Lost Its Way. Mais finalement, Nick Bryan va finir sur une note positive, même s'il décrit tout ce qui est négatif, toutes les tendances négatives, le fait qu'il y a peut-être pas beaucoup de femmes dans le gouvernement, pas suffisamment de femmes, la politique migratoire envers les réfugiés très décriée, etc. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui paraissent, mais on finit sur cette note positive. Alors, je voulais le mettre en français, puis finalement, mon espoir, mes attentes pour l'Australie, c'est qu'elle continue aussi à se développer, qu'elle se développe avec un futur doré, et que mes enfants puissent voir l'Australie comme une nation où, en fait, la croissance dépassera la chute. Voilà, donc j'espère que j'ai tenu, et puis j'avais fini. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, j'ai mis mon mail, mon adresse mail, et puis si vous voulez regarder aussi, c'est très bien fait, Australian Immigration History, donc sur YouTube, et on voit l'évolution et le renversement des différentes populations qui viennent peupler l'Australie depuis le début, presque, jusqu'à aujourd'hui. Merci.